Il est des histoires qu'il est important de se remémorer et essentiel de raconter, pour donner vie à nos souvenirs et à ceux que nous avons aimés, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui pour les partager. Je suis aujourd'hui ravie d'accueillir à mon micro Sam pour un nouvel épisode de Crush. Sam, comment vas-tu aujourd'hui ? Hello. Ça va aujourd'hui. Je sais pas si tu veux parler du contexte. Ouais, on peut, bien sûr. C'était les élections hier soir et du coup, ouais, je respire un peu mieux On après respire. 3 semaines On qui se étaient sent assez intenses pour soulagé. moi. Tout à fait. Ouais. Voilà. Sam, aujourd'hui, tu es venu raconter à mon micro l'histoire de ta rencontre avec Fred. Avant de rentrer dans l'histoire de cette rencontre qui a eu une grande importance dans ta vie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel crushesque de te présenter en 5 hashtags ? Oui. Alors, c'était pas un exercice facile. Mhm. Le premier que j'ai choisi, c'est hashtag sans filtre, parce que je pense que c'est important pour moi de parler des choses qu'on ressent en toute honnêteté, de manière spontanée, etc. Et justement sans filtre. Et c'est un truc qui est important. Et sur les réseaux sociaux, je mets jamais de filtre. C'est vrai, moi qui te suis depuis un certain temps, je le constate, il n'y a pas de filtre. Et c'est hyper rafraîchissant. Et Ouais, ça fait du bien. On est d'accord. Ouais. Le deuxième que j'ai choisi, c'est hashtag que du love. Mhm. Parce que l'amour a une place importante dans ma vie. On est là pour parler de ça aujourd'hui. Et voilà, je pense que ça me représente bien aussi. Le troisième, j'ai mis hashtag recette parce que je pense que c'est celui que j'ai le plus utilisé dans ma vie. Puisque j'ai un compte, des comptes sur les réseaux sociaux où je partage des recettes du coup vegan. Ouais. Tu veux me dire comment il s'appelle ? Ouais, c'est Elsie Lalou. Elsie comme c'est en anglais et Lalou L-A-L-O-U. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai choisi hashtag trans and proud, donc trans et fier. J'en parle pas toujours de transidentité, mais je suis trans. J'ai transitionné il y a 3 ans. Et c'est une partie de mon identité qui est importante, même si j'en parle pas toujours, parce que je suis pas que trans. Ok. Et tu veux m'expliquer un petit peu ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu es née J'ai été fille. née assignée femme à la Voilà. naissance et j'ai transitionné il y a 3 ans à peu près. Je me considère comme non-binaire, voilà, mais voilà, je suis un mec trans, en gros, non-binaire. C'est un peu compliqué. Mais... Et aussi polyamoureux. Et aussi polyamoureux, tout à fait, même si j'avoue, j'ai pas choisi le hashtag polya, des choses comme ça. Le dernier que j'ai choisi, c'est hashtag douceur, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va trop vite, et un monde qui devient de plus en plus violent, et on a de plus en plus besoin de douceur, voilà. Ah, merci pour ces hashtags. Et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre ta vision du monde que tu viens de nous transmettre à travers tes hashtags et la mission que je me suis fixée avec Crush, qui est vraiment dans effectivement parler d'amour, assumer qu'on aime l'amour et que l'amour a une grande place dans nos vies et la douceur, que je trouve extrêmement importante, comme toi, dans le monde dans lequel on vit. D'autant plus ces dernières semaines, je t'avoue que je m'étais un peu sentie investie de cette mission de continuer à parler d'amour malgré tout. Alors aujourd'hui, comme je le disais, Sam, tu vas me raconter l'histoire de ta rencontre avec Fred. Avant que tu m'en dises un peu plus, derrière Crush, il y a une exploration qui essaye de comprendre pourquoi, comment et pourquoi on choisit nos partenaires amoureux. Et pour moi, il y a une dimension qui est très importante et je m'en suis rendu compte à travers tous les épisodes que j'ai déjà enregistrés et tous les témoignages de mes invités. C'est la dimension éducation et l'environnement social et culturel dans lequel on a grandi. Est-ce que tu veux me dire, toi, quelle éducation tu as reçue et quel était l'environnement dans lequel tu as grandi ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facettes à mon histoire. La première, c'est celle avec mes parents, où c'est un environnement extrêmement violent. Et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère de cœur, qui me gardait à l'époque, où au contraire, c'était beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, et quelque chose de très généreux. Donc c'est une personne avec qui je suis encore en lien aujourd'hui. Donc je pense que j'ai vu un peu de choses très différentes. Et dans mes premières années, j'ai eu tendance à accepter des choses qui ne sont pas acceptables, justement parce que j'avais grandi dans un environnement violent. Et avec le temps, j'ai réussi à comprendre que non, on pouvait faire autrement et que l'amour, c'est pas censé faire mal. Ok.
Donc, tu veux dire dans les premières années où tu as commencé à avoir une vie amoureuse. Voilà. Ok, d'accord. Alors, au moment où tu vas rencontrer Fred, c'était quand? Tu avais quel âge? Et quelle période de ta vie tu traversais? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait dans ta vie à ce moment-là? Alors aujourd'hui j'ai 30 ans Mm. et du coup j'ai rencontré Fred il y a 3 ans et demi. Et oui, c'était une période un peu spéciale de ma vie. Euh, C'était quelques mois avant de faire un coming out trans. Donc à l'époque, quand je l'ai rencontré, je me considérais encore comme une meuf. Mhm. Et c'est rigolo parce qu'à notre premier date, je me souviens qu'il m'avait dit mais du coup, en termes de genre, tu te situes comment? Parce que c'était un peu le bordel dans ma tête. Et Ouais. justement, j'avais rigolé. J'étais en mode ah, je sais pas trop. C'est compliqué. Et il avait été vraiment adorable. Il m'avait dit bah, t'inquiète, on pourra en reparler si tu veux. Ok. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer quelqu'un comme ça où c'était pas forcément un sujet en fait. C'était juste bah, je te pose la question parce que ça Ouais. m'intéresse, parce que je m'intéresse à toi, Mm. mais peu importe la réponse elle me convient. Ok. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un qui est prêt à t'accepter, à t'aimer comme ça de manière radicale sans avoir besoin de cocher une case ou une autre. Et tu avais déjà en tête la transition à ce moment-là? Non, Ou pas c'était vraiment, pas? Ouais. pas vraiment. J'avais pas, je savais pas. T'étais perdue. J'étais perdue, tout à fait. J'étais au stade où je demandais à ma sœur, mais pourquoi tu te considères comme une femme, toi? Ok. C'était un peu compliqué. Ok. Ça a mis du temps parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de. Enfin, je trouve qu'on n'a pas assez de modèles de personnes trans C'est clair. non binaires parce qu'il y a ce truc où bah, j'étais une femme avant. Ouais. J'ai pas ce récit d'avoir toujours été un petit garçon, d'être né dans le mauvais corps, etc. Ouais. J'ai transitionné parce que j'en avais besoin, parce que j'étais épuisé d'être une femme, parce que j'étais arrivé au bout. Et transitionner, ça m'a fait un bien immense. Mais je défends pas ce récit de j'ai toujours été un homme, c'est pas vrai. Je suis mieux comme ça aujourd'hui, je me sens bien. Mais du coup, je me sentais pas du tout légitime, tu vois. Il y avait ce truc de mais non, je suis pas un homme, du coup, qu'est-ce que je fais? Ouais, Mais en même ça. temps, j'ai pas envie d'être une femme, j'en ai marre. Ouais. Oui, c'est ça qui est surprenant dans ton histoire, c'est que donc tu as voulu transitionner, non pas parce que ce que tu disais, c'est pas parce que tu avais une espèce de quand même de conviction que tu te sentais homme à l'intérieur, mais c'était vraiment c'est un choix en fait. C'est un choix et en même temps, est-ce que c'en est vraiment je sais pas, tu vois, parce que j'étais vraiment, j'étais pas bien, j'étais en colère, Ouais. j'étais épuisé, enfin, j'ai l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose et je cherchais une issue et j'en trouvais pas et du coup, quand j'ai compris que c'était possible, ça m'a fait un bien immense en fait. Donc, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'en est pas un? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça en Ouais. vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai pas ce parcours beaucoup plus habituel des personnes trans qui disent ah, mais j'ai toujours su et tout ça. Moi, c'est pas vrai. Et j'ai vécu ma meilleure vie de meuf cis pendant très longtemps, enfin pendant 27 ans. Et j'ai aucun regret. J'aurais pas voulu transitionner plus tôt. Et alors quelle est la raison pour laquelle tu as transitionné finalement? Euh, Même sans faire de ouais, caricature, non, non, avec bien toutes les sûr. nuances que tu peux. Je pense que j'étais dans un moment de ma vie où j'en pouvais plus d'être considérée comme une femme, d'être un corps avant d'être une personne, je me sentais comme dans une cage, si tu veux, vraiment où on me disait en permanence, enfin tu vois, il y a le harcèlement de rue, mais il y a aussi tous les micro trucs qu'on a du mal à percevoir, parce qu'aujourd'hui la chance que j'ai, c'est que je connais les deux côtés et je me rends compte de la différence de bah voilà, aujourd'hui, je m'autorise aussi. Enfin, il y a aussi des choses que j'ai internalisées, tu vois, de s'autoriser à prendre de la place, de s'autoriser à être en colère, à l'exprimer, de s'autoriser à dire non, à dire stop. Voilà, il y a plein de choses. Et on n'a pas besoin d'être un homme pour faire ça, mais c'est quand même beaucoup plus confortable d'être perçu comme un homme. Et voilà, je pense que j'étais arrivé au bout de la féminité. Ça m'a fait. Enfin, c'était chouette. C'était bien, mais c'est fini. En Et fait, ça m'a fait du bien de partir. t'as un peu Voilà. réalisé ce rêve. Tu sais, on dit souvent j'aimerais bien passer Ouais, de 24 ouf. heures dans la vie d'un homme ou 24 heures dans la vie d'une femme. En fait, tu l'as fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et c'est tellement reposant pour moi d'être perçu comme un mec. Genre, ça m'a enlevé quand même beaucoup de problèmes. Ça m'en a amené beaucoup d'autres aussi. Ouais.
Donc c'est pas forcément un bon Mm. calcul, hein. On s'imagine que ce n'est pas si simple que ça. Non, c'est ça, c'est pas Ouais. si simple que ça, mais ça m'a fait beaucoup de bien et je regrette rien, genre vraiment. Et alors, dans quelles circonstances tu vas rencontrer Fred? Alors, à l'époque, du coup, j'étais polyamoureuse, je le suis encore. Mm. Je sais plus combien de temps ça faisait. Attends, je vais repréciser le Ouais, polyamour. oui, peut-être. Parce que je pense que c'est même pas, tu vois, et on a Ouais, non, c'est vrai, polyamour, c'est d'être amoureux, d'avoir des sentiments amoureux pour plusieurs personnes en même temps. exactement. Donc c'est en fait sortir de la relation exclusive, Mm, mm. monogame, euh, codifiée de Ouais, notre société, c'est un bon de résumé. laquelle je fais largement partie. Et c'est totalement ok, genre je prétends convaincre personne. J'aime bien parler de mon expérience pour montrer qu'il y a d'autres Ouais, modèles qui sont tout à fait. possibles, mais en soi, genre l'important c'est d'être heureux dans le modèle qu'on a choisi. Mm. Du coup, oui, j'étais en relation non exclusive. J'étais avec un mec, ça faisait presque 5 ans qu'on était ensemble. Ok. Et du coup, ouais, ça faisait 2 ans qu'on était passé en polyamour. Donc, on avait d'autres relations l'un et l'autre. Et du coup, j'ai rencontré Fred via une appli de rencontre. Mm. Le truc assez classique, voilà. De plus en plus, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, ça permet aussi de rencontrer des gens en dehors de son cercle social C'est vrai. habituel. Donc, je trouve que c'est pas si mal. Ouais. Enfin, il y a des points positifs et des points négatifs. Ouais, vaste sujet. Vaste sujet, c'est Mais, hyper intéressant d'y réfléchir. mais voilà, du coup, on a fait un pique-nique dans un parc à Paris comme premier date. Est-ce que tu te souviens comment t'as matché avec lui Ah ou pas? Ou de ce Euh, que tu avais pensé de son profil? je me souviens, j'avais vu ses photos, j'étais en mode, il est cute, mais il faut voir en vrai. Et on avait pas mal discuté. À une époque, j'étais parti en vacances avec mon ancien crush de lycée sur un coup de tête, enfin vraiment en Laponie. Et le mec m'avait extrêmement déçu à la fin. Genre vraiment, il m'avait dit un truc horrible dans l'avion. Il m'avait dit genre qu'il me trouvait trop grosse pour qu'on ait une vraie relation et du coup genre que c'était cool mais qu'il fallait que ça s'arrête là Et t'es grosso sérieux? modo. Et j'étais en mode comment te dire? Comment te dire? Ah ouais, ça existe encore Ça donc. existe encore, Ok. sachant que du coup à l'époque j'avais un passing de meuf et je devais faire du 40. Enfin, tu vois, genre j'étais pas Hmm. grosse, j'ai jamais été grosse. Euh, C'était un mec qui me connaissait du lycée où à l'époque, bah, voilà, je faisais du 36, j'étais extrêmement mince. Et vraiment, il a regretté. Il a regretté de m'avoir dit ça. Tu l'as défoncé? Ah, je l'ai défoncé. Il a pleuré. Il a pleuré, voilà, il a pleuré. Je pense qu'il a bien regretté, il a bien retenu que non, ça se disait pas. Mais oui, cette expérience, elle m'avait. J'étais en mode, en fait, les mecs, c'est vraiment nul. Et j'étais dans une période où j'avais plus envie Hmm. de dater des mecs cis. Sauf que je parlais avec Fred depuis plusieurs semaines et j'étais en mode, ah, est-ce que je vais lui dire, en fait, je suis désolée, mais j'ai pas envie de te rencontrer parce que il y a un énième mec qui a fait de la merde et j'ai plus envie de voir des mecs parce que je suis bi du coup. Euh, mais au final, je me suis dit, bon, c'est pas très juste, je vais quand même lui laisser sa chance. C'est le dernier. Et je crois que j'ai bien fait. Incroyable. Et donc, vous allez faire un pique-nique, c'est ça? Ouais, on a fait un pique-nique, je sais plus, dans le 3e, quelque chose comme ça à Paris. On a pris un takeaway dans un resto. Je crois qu'il y avait encore le Covid Ok. à l'époque. Ça date, enfin, c'était encore beaucoup là. Et bref, du coup, on a fait ça Pas de tête dans à un tête parc. dans un. Exactement. Et franchement, c'était trop chouette. Est-ce que tu te souviens la première chose que tu as pensé quand tu l'as vu en vrai? Tu disais oui, il est cute, mais Il est avant. grand, je me suis dit, il est grand. Il était vraiment grand. Il avait une veste en jean que j'ai gardée aujourd'hui. Euh, et non, c'était hyper chouette. On a discuté de plein de choses. Et je sais pas, c'était simple, c'était fluide. Hmm. Euh, Tu vois, enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était hyper simple. Il était journaliste et à l'époque, j'avais un abonnement au Monde et je regardais, genre je lisais peut-être, je sais pas, 5 articles tous les matins, quelque chose comme ça. Donc j'étais hyper calé sur Ouais, l'actualité. J'ai arrêté, moins, ouais. ouais, je le suis beaucoup moins aujourd'hui, mais du coup, on avait discuté de plein de choses et c'était hyper intéressant. Et bref, c'était un mec passionnant et passionné. Ok. Donc du coup, connexion, évidence et. Ouais, il y avait une connexion. Après, est-ce que c'était une évidence? Je sais pas. Euh, Quand t'es polia, il y a un truc où... Enfin, comment dire?
quand on dit que faire un choix, c'est aussi, comment dire, abandonner quelque chose. Enfin, tu vois, Renoncer. c'est renoncer, Ouais. tout à fait. Voilà. Faire un choix, c'est renoncer. En polia, c'est moins le cas en vrai. Bah ouais, parce qu'en fait, tu Ouais. renonces pas Non, finalement. tu renonces pas. Bah, il y a quand même une limite où il y a un moment donné, tu peux pas avoir 46 Ouais. partenaires, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, tu es obligé quand même de faire des choix. Mais il y a un truc où tu as plus la possibilité de donner leur chance à des Mm. personnes où potentiellement tu te serais dit Ouais, je vois ce que tu veux mais dire. il coche pas cette case-là, du coup est-ce que je vais vraiment lui donner une chance? Donc il y a un truc qui est beaucoup plus fluide et ouvert quelque part. Ça permet un peu plus Mm. de latitude. Donc je dirais pas que c'est une évidence en mode âme sœur et tout, enfin je crois pas à l'âme sœur, mais Tu crois pas à l'âme sœur? non je crois pas à l'âme sœur. Alors, si tu crois que tu vas dire cette phrase sans que je rebondisse, je n'y Je- crois pas non plus. Mais pourquoi tu n'y crois pas? Parce que déjà, ce serait immensément triste d'avoir une seule âme sœur. Ça voudrait dire qu'il faudrait trouver quelqu'un et qu'on n'a qu'une seule chance à l'amour. Et ça, j'ai pas du tout envie d'y croire. Et puis si tu trouves pas la personne, ou si finalement ça marche pas, ou si je sais pas, si elle meurt, bah ça veut dire quoi? Que c'est fini? Non, Mm. j'ai pas du tout envie Ouais. de penser ça. Non, je pense plutôt qu'on a des compatibilités avec les gens, qu'on est plus ou moins compatible sur un certain nombre de domaines, que ça matche plus ou moins en fonction des domaines, et du coup qu'on va être plus ou moins compatible à certaines périodes de notre vie aussi. Mm. Et, ça a pas l'air très romantique comme ça, mais quand je rencontre quelqu'un, j'essaie de voir justement sur quoi on est compatible, sur quoi on l'est un peu moins, de quoi on a envie aussi, parce qu'il y a ça, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place, qu'est-ce qu'on, voilà, enfin c'est vraiment une discussion un peu, enfin des fois je parle de contrat relationnel, c'est horriblement Administratif. oui, administratif et transactionnel, ça fait rêver personne, c'est sûr. Mais au final, il y a un peu ce truc toi, tu as envie de quoi, Ouais. et de quoi tu as Mm. besoin, et qu'est-ce que tu as envie de remplir avec une relation avec moi. Qu'est-ce que moi je peux t'apporter, c'est quoi mes limites, Mm. c'est quoi les tiennes, Mm. et comment on fait pour que ça fonctionne en fait. Et ça veut dire que déjà, tu as un canal de communication qui est hyper. Oh, t'es obligé quand t'es un Ah, polia pour le ouais. coup. Bah ouais, mais du coup, tu vois, T'as moi, pas ça vraiment me le renvoie. choix. Bah moi, ça me renvoie Hmm. au couple classique, Ouais. où là, souvent, en fait, la communication, elle est dure à avoir sur plein de Hmm. sujets, mais notamment sur ça, sur la fidélité, Ouais. sur le cul, tout ça. Ouais. Et ça, du coup, tu vois, ça me, ça m'inspire, tu vois. C'est là Ah, où je c'est me dis, chouette. il faudrait absolument que dans les couples, on Hmm, arrive hmm. à avoir ce genre Pour moi, c'est tu absolument vois, d'état des nécessaire. lieux, quoi. Ouais, d'avoir des Ouais. conversations, et de temps en temps, voilà, de faire le point, de parler de la relation. Pour moi, c'est super important. Ouais. Parce que sinon, bah, tu restes avec tes interrogations, tes envies, tes Tes limites. Tu sais pas frustrations. exactement Ouais. tes frustrations, et tu sais pas ce qui se passe Mm. dans la tête de la personne en Ouais. face. Donc, il y a un moment donné, on est obligé d'en discuter. Ouais. Et je me demande même si tu vois si le code de la société ne nous empêche pas un peu de le faire. Tu sais, comme Mm, si mm, on mm. avait une évidence Ouais, de absolument. Mm, on est mm. ensemble, on est en couple, donc on doit rester ensemble. Donc pas forcément il y a pas forcément la place, et puis c'est pas forcément nécessaire. Ouais. C'est-à-dire que on est suffisamment fort, ou on est suffisamment lié pour Mm, mm, mm. ne pas avoir besoin de Oui, il y ça. a quelque chose Tu vois? où ce serait un point négatif en fait d'avoir besoin de parler de la Ouais, relation, ou tu sais ce truc c'est de ça. il faut qu'on parle. Ouais, c'est ça. Ah là là, vraiment direct, c'est négatif, mais Ouais, en vrai non, ouais. non, il faut qu'on parle. Mm. Il faut qu'on parle, mais ça peut être dans la joie, ça peut être du positif, Ouais. et Ou j'invite même, tout le monde ouais, à faire ça en fait, à ouais. faire des points réguliers Mm. avec les gens qu'ils Ouais. aiment. Et même si c'est pas, si ça démarre pas dans la joie, parce que des fois ça démarre Oui, en tout à gueulant, fait. qu'on se le dise, c'est important également. Alors, je t'avoue que moi, pour le coup, genre, justement, le fait de crier, ça fait partie de mes limites. Ouais. C'est-à-dire qu'avec mes partenaires et Non, mais mes en amis, étant un peu. d'ailleurs, non, non, mais pour moi, c'est Ouais, un vrai truc, c'est une ouais, limite que je pose. Je dis aux gens, bah, en fait, si vous me criez dessus, ouais. c'est On non. peut pas discuter. C'est, Mm. voilà, je pars, en fait. Ouais, J'accepte pas. Ça fait partie de mes ouais. hard limites.
Du coup, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, j'ai des partenaires avec qui, des fois, on n'était pas d'accord et on était en mode, ok, là, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et ça va pas fonctionner. Mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, Ouais. on peut avoir des visions du monde Ouais. différentes et les confronter et faire de notre mieux pour se comprendre. Ouais. Voilà. Oh, moi, j'avoue, je suis un peu compulsive de temps en temps, j'avoue. Pardon, chérie. Alors, attends, où on en était La rencontre. La rencontre, ouais. Donc, au pique-nique, Ouais. qu'est-ce que tu te dis après ce pique-nique? Tu l'envisages Euh, comme... Il se passe quelque chose entre vous? Non, non, non. On a fait plusieurs dates avant qu'il se passe quelque chose. Euh, J'étais en mode, ah, c'est un peut-être, tu vois. Genre, Ok. j'ai envie de le revoir, j'ai envie de voir ce qui se passe. Mais c'est souvent comme ça pour moi. Enfin, je me dis jamais, c'est un grand oui Ouais. la première fois parce que tu peux pas en 2-3 heures de Mm. discussion. C'est compliqué de savoir en vrai. Euh, et du coup, on a décidé de se revoir. On s'est revus plusieurs fois. Euh, et et il y a une fois, du coup, il m'a invité à manger chez lui. Donc, je suis allée chez lui, je sais plus, je pense que ça faisait peut-être 3 semaines qu'on se voyait, quelque chose comme ça, je sais plus. Il m'a fait un curry, je crois. Je rigole parce qu'il m'en a fait pas mal après. C'était un peu son plat, Ok. son truc Son facile plat à faire. signature, Ouais. tu veux dire? Il faisait pas mal ça. Il était vegan aussi. Ok. Et du coup, c'est chouette d'avoir des partenaires qui sont dans le même mood culinaire. Et lui, il était polyamoureux aussi? Oui, bien sûr. Ok. Ça peut pas fonctionner Ok. si t'es pas polyamoureux des deux côtés parce qu'il y a un déséquilibre et si une personne, enfin, j'aurais pas envie que la personne elle change de modèle pour Ouais. moi ou qu'elle soit inconfortable ou que, enfin, ça peut pas fonctionner pour Et moi. ok. Et du coup, sur l'application, Ouais, tu c'était le indiqué. Ouais, ouais, mentionnes, ouais. on le Ok. mentionne. Ouais, ouais, c'est un truc que j'en parle très facilement et ensuite, si je sens qu'il y a une possibilité de quelque chose, j'en parle de suite parce que c'est important pour Ouais. moi de le Ok. dire et de pas faire après. Oups, au fait, je t'ai pas dit, Nonobstant. mais non, 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 c'est pas possible. Il faut que la personne elle sache avant qu'il se passe quoi que ce soit. Bon, c'était Enfin, un petit aparté technique, pardon, non, pardon. non, pour moi, ça fait partie. Le consentement, il doit être éclairé. Ouais. Du coup, ça fait partie du consentement éclairé. Mais ouais, du coup, voilà, on mange ensemble et bref, et du coup, oui, en fait, on a couché ensemble ce soir-là. Et je me souviens qu'il m'avait envoyé un message avant ce date. Il m'avait dit, oui, au fait, genre, si se passe, si on sexe ensemble, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'aime bien ne pas forcément faire de pénétration la première fois. Est-ce que c'est OK pour toi? Et je suis en mode, oh waouh, de la part d'un mec cis. Et j'avoue, j'étais en mode, Ah, intéressant, là, c'est green flag, genre de ouf. carrément. Ouais. Ouais, parce que Ouais, ça veut dire que déjà, il communique hyper ouais, bien tout à fait. et qu'il demande, enfin, ton avis, ton Mm, mm, consentement. mm, mm. Et franchement, du coup, on a effectivement couché ensemble ce soir-là. Et c'était une nuit incroyable. Genre, vraiment, je pense que c'est le moment où ça a un peu basculé, tu vois, où tu te dis, ah ouais, ok. Il y a une connexion là ou pas? Là, il y a une connexion, ouais, de ouf. En fait, pour te dire, genre, on n'a pas dormi cette nuit-là. On Ouais. a vu le soleil se lever. Mm. Et je me souviens d'avoir mangé des glaces à 7h du matin sur son canapé, des glaces à la fraise ensemble. Et on était en mode, ok. Ouais. Genre, ah waouh. Ok. Waouh. Il s'était passé un truc, quoi. Ok. Et ouais, non, c'était ouf et c'était hyper chouette. Et du coup, on a commencé à avoir une relation hyper chouette qui a duré 1 an. Et ouais, où il y a eu une vraie connexion. Ok. Et pendant 1 an, du coup, vous êtes en polyamour tous les deux? Ouais, oui, oui, on était en polyamour Donc vous tous les avez deux. d'autres relations On avait à d'autres côté? relations. Il y en a qui se sont finies pendant qu'on était ensemble, d'autres qui ont démarré. Euh, et du coup, il y a eu. Ouais, enfin, il y a ce truc avec le polya qui est incroyable, c'est que tu peux être à la fois content pour la personne qui est en face de toi, qui te dit ah j'ai rencontré quelqu'un et t'es excité, tu vois, genre comme un ami qui va te dire ah j'ai rencontré quelqu'un et t'es en mode ah raconte-moi, genre je veux tout savoir et tout, genre comment Incroyable. ça se passe et c'est chouette et je suis heureux pour toi et on appelle ça la compersion, ce sentiment de joie pour l'autre
Ça, c'est trop chouette. Et en même temps, il y a eu des périodes, on a eu plusieurs ruptures tous les deux. Et ce truc hyper chouette de pleurer dans les bras de quelqu'un qui t'aime sincèrement et qui te comprend et qui connaît l'histoire et qui te connaît aussi de la même manière quelque part. Euh, du coup, ouais, enfin, c'est. Non, enfin, on a vécu plein de belles choses ensemble. Et toi, tu étais toujours dans ton questionnement personnel. J'ai transitionné assez vite en vrai parce qu'on s'est rencontrés en mars, je crois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être en février. Bon, et j'ai transitionné en juin. Ok. C'est un peu grâce à Fred d'ailleurs. Parce que du coup, quand on s'est rencontrés, j'avais les cheveux courts et j'avais un style assez masculin. Mais je me présentais encore comme une meuf avec mon ancien prénom, mon ancien pronom, et c'était pas clair pour moi. Et bref, j'ai abandonné au fur et à mesure tous les signes de la féminité un peu traditionnelle, sachant qu'à la base j'étais hyper femme, hein, genre j'avais les cheveux roses, je sortais toujours maquillée, j'avais vraiment, enfin j'étais Très féminine. très féminine, Okay. exactement. Et, bref, j'ai abandonné tout ça au fur et à mesure, et un jour je sortais de la salle, enfin salle de sport, et je suis allée acheter un truc à Franprix, et il y a une dame qui m'a cogné et qui m'a fait « Ah pardon monsieur ». Et je me suis retournée, j'étais en mode monsieur. T'étais content? Et justement, ce truc de surprise et à la fois un peu de joie. Ouais. Et j'étais en mode attends, genre pourquoi je ressens ce truc-là? Ouais. Et de me dire ensuite, attends, mais genre si je veux, je peux. Et du coup, j'en ai parlé à Fred par message, j'ai envoyé un message direct en mode il y a une vieille dame qui m'a appelé Monsieur au Franprix. Et il m'a demandé ce que ça faisait et j'étais content, et il m'a dit mais tu sais, genre moi aussi je peux t'appeler monsieur si tu veux. Et à partir de là, ça a été la première personne à me genrer au masculin, et ça a été un super allié au fur et à mesure. Wow. Et ça veut dire qu'il est resté présent à côté de toi. Ah oui, il est resté présent tout à fait à chaque étape. Est-ce qu'il a une place particulière dans ton cœur pour sa présence à ce moment-là? Je pense qu'il m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Quand j'ai transitionné, j'étais en relation avec 3 personnes. Il y avait mon ex avec qui j'étais depuis 5 ans, où on s'est séparés à cause de ça. Où là, pour le coup, ça a été assez dur de passer 5 ans avec quelqu'un, et t'imagines pas. J'imaginais pas qu'on allait se séparer à cause de ça. Pour être tout à fait honnête, quand je lui ai dit, je savais que ça allait être un peu compliqué, mais je pensais pas qu'on allait se séparer. Et on s'est quand même séparés. Et ça fait du mal, en fait, de se dire ah putain, mais je reste la même personne. Genre, j'aime les mêmes choses, j'ai la même manière de parler. Et en étant en polyamour, en plus, enfin, tu peux relationner avec toutes les personnes que tu veux. On peut garder une relation, peut-être pas aussi centrale, parce que c'était un mec avec qui je vivais et tout ça. Enfin, on avait une relation très importante. On aurait pu, je sais pas, baisser l'intensité relationnelle et rester en lien. Enfin, mais du coup, non, on a tout coupé. Et ça, c'est dur de prendre du rejet comme ça, alors que transitionner, il y a quelque chose de joyeux. C'était un soulagement aussi quelque part. Et faut pas. On parle souvent de souffrance quand on parle de transidentité, mais c'est pas que de la souffrance, bien au contraire. C'est beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc je pense qu'effectivement, Fred, ça m'a fait du bien. Et j'avais un autre partenaire à l'époque qui s'appelait Luc, qui est devenu un pote aujourd'hui, à qui j'ai annoncé ça par message. J'ai dit hey, au fait, j'ai décidé de transitionner. Du coup, genre, si tu peux utiliser le pronom il et m'appeler Sam maintenant, ça serait chouette. Il m'a dit pas de problème, je pourrais être ton Frodon. Et voilà, en me disant qu'il avait un peu vu venir. Et voilà, et ça n'a pas été un sujet non plus. Et ça m'a fait du bien aussi. Ok. Comment va évoluer votre relation? Tu dis que vous êtes restés ensemble pendant 1 an. Ouais, il a pris beaucoup de place dans ma vie. Du coup, il travaillait souvent le week-end, puisqu'il était journaliste pigiste à BFM. Et l'avantage, moi, c'est que mon travail, je travaille un peu tout le temps, un peu en continu. Enfin, j'ai pas spécialement de week-end ou de quoi, donc je peux organiser mon travail comme je veux. Et en fait, on faisait souvent genre des recettes ensemble parce qu'il aimait sincèrement ça. Et du coup, on filmait ensemble et ensuite on mangeait. Et moi, je faisais mon montage et mes trucs plus tard. Et du coup, on passait souvent genre 2-3 jours ensemble. On partait en vacances. Je sais pas, enfin, on se voyait beaucoup en fait.
Et c'était mon contact d'urgence. Ok. Il m'avait mis sur son assurance vie. Euh, Waouh. Enfin, tu vois, Hmm. il avait quand même une place hyper centrale. Si Et j'avais, toi dans sa vie. oui, tout à fait. Si j'avais un problème, c'est lui que j'appelais en premier, en fait. Et inversement. Et donc, ouais, il a pris une place très importante dans ma vie. Euh, et du coup, il y a eu la guerre en Ukraine, Hmm. qui s'est déclenchée en janvier ou février, je sais plus exactement. Et bah, du coup, à BFM, ils demandaient genre qui était volontaire pour y aller, pour couvrir la guerre. Et Fred s'est posé la question et il me disait qu'est-ce que t'en penses et tout. Genre, je pense que j'ai envie d'y aller parce que c'est important, Hmm. parce que c'est aussi pour ça que tu es journaliste. Et, et je l'ai soutenu et je le pense encore, je regrette rien par rapport à ça. J'ai dit, bah, moi aussi j'irai à ta place. Et je le pense encore. Parce que c'est un métier qui est hyper important Bien sûr. et qui est crucial aujourd'hui. Et aujourd'hui plus que jamais, je pense. Et du coup, il est effectivement parti en Ukraine. Sa première mission, elle a duré 3 semaines. C'était des rotations de 3 semaines. Hmm. Donc il a fait un stage de sécurité avant de partir, puis il est parti. Et c'était dur Il de avait le déjà voir. été sur des zones de Non, conflit? c'était la Ok. première fois qu'il partait en zone de guerre. Je t'ai Il- coupé, tu disais c'était dur de... Ouais, c'était dur qu'il soit pas là en fait. Ouais. On s'appelait beaucoup, il me laissait des vocales sur WhatsApp où on se débrouillait pour s'appeler. Il me parlait de ce qui se passait, de ce qu'il faisait. Je sais en plus qu'il arrondissait un peu les trucs pour sa famille parce que tout le monde était hyper inquiet évidemment. Bien sûr. Après, il n'était pas très près du front la première fois. Ouais. Et C'est toujours particulier quand même, c'est pas une séparation comme une autre, quoi. ouais, c'est pas une séparation Ouais. comme une autre. Et J'ai en des même amis journalistes qui temps, partent ouais. souvent sur les zones de conflit. Mhm. Et les partenaires, c'est une gestion Ouais, très c'est pas particulière, quoi. évident et en même temps, c'était le début de la guerre. Il y avait pas, enfin, il y avait, je crois, 5 ou 6 journalistes qui avaient été tués quand il est parti. Hmm. Euh, on avait essayé de réfléchir les rotations de 3 semaines, combien de journalistes il y avait, combien de chaînes, tout ça. Et sur place, il me disait ouais, mais tu sais, il y en a qui font n'importe quoi, il y en a qui vont dormir dans les tranchées. Enfin, il faisait hyper attention et Hmm. justement, il y avait ce truc d'être prudent, d'être hyper vigilant, de pas faire le casse-cou en fait, parce que tu sais que c'est dangereux, genre que c'est Hmm. réellement dangereux. Et quand on s'appelait, bah, j'entendais les sirènes des bombardements derrière. Hmm. Enfin, c'était quand même la guerre en fait. Et t'en as conscience. Enfin, tu peux pas l'ignorer. Non. Et du coup, tous les jours, je me réveillais, tous les jours, je regardais les news de l'Ukraine, qu'est-ce qui se passait, quelle ville était bombardée, et comment le front avançait, tout ça. Au tout début de la guerre, c'était pour nous Français, c'était très très violent. Les images qu'on avait Ouais. aussi étaient hyper violentes et hyper Mhm. angoissantes. Ouais, c'est angoissant. Ouais. C'est vrai que c'est angoissant. Et alors s'imaginer quelqu'un qu'on connaît là-bas, j'avoue, j'ose même pas. Et, Enfin, surtout, je me mets pas à ta place, quoi. et en même temps, enfin, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe à Gaza, tu vois, enfin, Oui. c'est plus loin, mais en même temps, bah, voilà, enfin, je pense qu'il faut quand même réussir à regarder ces images, à garder Oui. de l'empathie, même si Oui. c'est pas à côté et que ça nous Oui. semble plus loin. Enfin, Oui. Bien sûr. mais oui, du coup, c'est vrai que la guerre en Ukraine, il y avait quelque chose de spécial, entre guillemets, parce que ça nous semblait pas si loin. Et ils font un travail, les journalistes, ils font ce travail qui est complètement indispensable d'informer Mm-mm, et de montrer la réalité de ce qui se passe là-bas. absolument. Et du coup, il est revenu. Et je me souviens, on s'était donné rendez-vous dans le parc des Buttes-Chaumont. Mm. On a vraiment fait comme dans les films, en courant l'un vers l'autre, en se faisant un énorme câlin. Et ouais, c'était trop bien. Et c'était chouette qu'il soit de retour. Et en même temps, il est revenu. Bah, il avait clairement un PTSD. Enfin, il Mm. sursautait au moindre bruit. Il avait un peu ce truc il me disait putain, ça fait bizarre d'être là, de pas
être utile, alors que je sais que ça s'est pas arrêté là-bas et c'est compliqué. Mm. Et du coup, il s'était porté volontaire pour repartir, mais il est reparti tellement vite. Genre quelques jours, quelques semaines? Une semaine après, je Ah crois, ouais. ou 10 jours peut-être. Ok. Mais il a même pas eu le temps de voir sa famille, genre vraiment, il est reparti trop vite. Il a fait un stage, en fait, il a eu un stage de sécurité avant de repartir. Donc il avait genre 3 jours, un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'était trop rapide. Mais enfin, lui, il voulait pas repartir aussi vite. Mais bon, le calendrier de BFM a fait que. Du coup, il est reparti extrêmement vite. Et c'était pas facile, encore une fois. Enfin, rebelote, du coup, les appels WhatsApp, les vidéos, les vocaux. Et il devait rentrer. Il devait rentrer, genre, dans une semaine. Enfin, vraiment quelques jours après. Je crois qu'il était censé rentrer, genre, le 3 ou 4 juin, quelque chose comme ça. Et le 31 mai, du coup, j'ai un appel. J'étais dans le métro, j'allais prendre le métro. Et il y a son meilleur pote d'enfance qui m'appelle en pleurant. Et du coup, je me dis, putain, il doit être à l'hôpital. Enfin, genre, premier truc que je me dis. Enfin, en fait, tu peux pas imaginer. Ouais. Tu peux pas imaginer. Premier truc, je me suis dit, putain, il doit être à l'hôpital. Et il m'explique entre deux sanglots que Fred est mort en Ukraine. Et il y a un truc où tu peux pas réaliser. Enfin, sur le coup, j'avais mon sac, j'allais prendre le métro. Enfin, c'est pas possible de comprendre. Je me suis effondrée sur les marches. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai su après, du coup. Ouais. La veille, il m'avait laissé un vocal en plus en me disant genre qu'il allait avoir une grosse journée, mais que ça allait être intéressant, tout ça. Et voilà. Et en fait, il m'avait pas dit, il me disait jamais genre en avance. Il me disait genre après ce qui s'était passé, tout ça. Et du coup, il était censé suivre un convoi humanitaire. Du coup, il était dans un bus. Il y a eu des bombardements. Le convoi humanitaire a été visé. Ce qui fait partie des crimes contre l'humanité au passage. Et du coup, il a reçu un éclat d'un bombardement, enfin d'un obus du coup, au niveau du cou, et ça l'a tué. Okay. Voilà. J'en perds excuse-moi, mais j'en perds un peu ma voix. C'est normal, il n'y a pas de mots en vrai. Non, il n'y a pas de mots pour ça. Ça a été super compliqué. J'ai appelé ma sœur. J'ai de la chance de l'avoir. De suite, elle m'a dit t'es où, j'arrive. Ouais. Et du coup, elle est venue. Elle connaissait Fred, évidemment. Et ensuite, les semaines qui ont suivi, ça a été extrêmement difficile. En plus, je pense que face à la mort de quelqu'un qu'on aime, c'est toujours difficile. Mais là, c'était une mort dans un cadre spécial. Il y a eu tous les médias qui en ont parlé. Ça a été compliqué de voir tout ça d'un coup et des gens qui le connaissaient pas prendre la parole et dire des choses qui étaient juste pas justes. Et j'étais en mode mais c'est pas vrai ça. Ouais. Genre vous dites n'importe quoi. Et l'envie de lui rendre justice. Et du coup, j'ai pris la parole, j'ai fait un post Insta, genre vraiment, genre à 4h du mat peut-être, enfin vraiment un truc, j'ai pas dormi évidemment. J'ai décidé de prendre la parole, j'ai publié des photos de tous les deux et de Fred. Et en essayant de lui rendre justice, de parler de qui il était vraiment, de ce qui comptait à ses yeux, de notre quotidien en fait, tout simplement. Et voilà, ça a été super compliqué. Je me souviens, moi, des prises de parole de la rédaction de BFM, du président de la République, etc. Pardon. je rigole, je suis un peu amer. J'ai aussi vécu et compris à quel point il y avait un truc médiatique qui était écrasant pour les personnes. Au final, c'est pas les gens qui comptent, c'est les médias, c'est la presse, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans les journaux le lendemain. 3
3 semaines après la mort de Fred, donc son corps a été rapatrié, enfin devait être rapatrié en Pologne. Et justement, le gouvernement a organisé un avion avec moi, avec sa famille, ses parents, son meilleur ami, pour aller justement faire une petite cérémonie en Pologne. Ça a été un enfer. Pardon, je rigole parce que vraiment, c'est... Enfin, je m'en souviendrai toute ma vie de cette journée où on était censé arriver à 15h, faire une cérémonie d'1 heure et ensuite repartir. Et en fait, on est effectivement arrivé et le corps de Fred était bloqué à la frontière. Enfin, en fait, tu te retrouves dans des trucs qui sont vraiment... qui n'ont pas de sens. T'es en mode... Qu'est-ce qui se passe? Enfin, Vraiment, c'était l'enfer. On a attendu pendant des heures et on savait jamais. Et je me suis retrouvé coincé dans une salle d'aéroport qui devait faire genre 15 mètres carrés avec plusieurs personnes du gouvernement, des gens de BFM, les parents de Fred. J'étais tellement angoissé que je me suis mis à faire du yoga pendant 1h30 en plein milieu de tout le monde. J'étais en mode, là j'ai besoin de faire quelque chose parce que c'est compliqué. Donc je vais faire du yoga et vraiment les gens ils m'enjambaient pour aller manger des trucs au buffet. Enfin vraiment, il y avait un truc qui était absolument inimaginable. Et en fait on s'est retrouvés à 2h du matin avec le corps de Fred qui arrive enfin. Qu'ils ont mis genre sur le tarmac de l'aéroport alors qu'on était censé faire ça dans un petit jardin mignon, tout ça, et on nous a dit bah vous avez genre 2 minutes et ensuite on monte dans l'avion. Il y avait l'avion, il y avait enfin c'est vraiment une image qui est gravée dans ma mémoire d'avoir à 2h du matin le petit avion, le cercueil de Fred avec les couleurs du drapeau français, la rangée de personnes du gouvernement en costume, genre hyper sérieux. La lune, c'était la pleine lune qui était immense avec des nuages et vraiment il y avait un truc des réalisations. Enfin, je pouvais pas comprendre ce qui était en train de se passer. Ça ressemblait à un film en fait et j'arrivais pas à être là, j'arrivais pas à pleurer. J'étais juste en mode qu'est-ce qui se passe, je comprends pas et on m'a poussé vers l'avion, on m'a dit bon faut y aller en fait et c'était hyper dur de comprendre que le corps qui était dans le cercueil, c'est le même que j'avais pris dans mes bras il y a 3 semaines. Enfin, il y a du coup plutôt 1 mois et 3 semaines avant qu'il parte. Et oui, ça a mis 1 mois. En fait, sa mission en Ukraine a duré à peu près 3 semaines. Puis, ça a mis du temps pour... comme c'était un contexte compliqué de rapatrier le corps, tout ça, ça a mis du temps. Et du coup, c'était très compliqué. Puis on a repris l'avion et on est arrivé à 4h du mat à Paris. On est descendu de l'avion et en fait, il n'y avait pas de caméra et j'étais en mode trop cool, genre je vais pouvoir rentrer chez moi dormir. On nous a dit ah non, on s'est trompé d'endroit, on s'est trompé de porte d'aéroport, donc vous allez remonter dans l'avion et on va redescendre devant les caméras. Et vraiment, si, je te jure. C'est pas vrai. Et j'étais en mode, mais c'est du foutage de gueule là vraiment parce que en fait, est-ce que je peux rentrer chez moi? Donc si vraiment, ils nous ont donc l'avion a rebougé et ils nous ont fait redescendre dans l'ordre. Donc d'abord les parents, puis moi. On nous a fait faire une sorte de photo de classe devant le cercueil de Fred avec tous les médias devant qui prenaient des photos, qui prenaient des vidéos et c'était interminable de devoir être debout devant le cercueil avec des gens qui prenaient la photo et le lendemain, une des médias, il y avait une photo de ça, moi avec le père de Fred dans mes bras devant le cercueil, et avec l'avion derrière. C'est inhumain en fait. J'ai vraiment compris ce jour-là que entre ce que disent les médias et le gouvernement, en mode on fait ça pour les familles, c'est pas pour les familles, c'est pour les images derrière. Genre j'en ai vraiment pris conscience ce soir-là et j'ai enfin pu rentrer chez moi et vraiment. Et comment c'est ton deuil à toi? Au début tu survis, tu mets un pied devant l'autre. T'essaies juste de faire les choses mécaniquement, de se doucher, manger, dormir, essayer de dormir. Et juste, il n'y a rien qui a de sens et ça prend toute la place. La mort, elle prend toute la place. Et je me suis aussi rendu compte de tous les gens qui m'aimaient à ce moment-là, parce que j'ai pas été seule. Pendant 2 semaines après la mort de Fred, j'ai jamais dormi seule.
Il y a eu ma sœur, il y a eu des amis, il y a eu plein de gens qui se sont succédés. J'avais une petite équipe de 5-6 personnes qui étaient À ultra domicile. proches de moi. Ouais, c'est ça qui se relayait en Bien fait. sûr. Je savais qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient leur téléphone ouvert, que je pouvais appeler à 3 heures du mat si j'en avais besoin. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que, certes, Fred, c'était la personne qui avait peut-être le plus de place dans ma vie à ce moment-là, mais c'était pas la seule qui m'aimait, c'était pas la seule qui était là pour moi. Et ça fait aussi beaucoup de bien de se rendre compte de ça. Et ensuite, après la première période où juste essayer de survivre, y a le vide en fait. Et essayer de recréer quelque chose qui a du sens, de retrouver de la joie. Mm. Et il y a ce truc où des fois tu dis ah putain j'y ai pas pensé pendant 2 minutes, putain c'est cool. Et petit à petit genre ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut voilà et, et je sais pas aujourd'hui s'il y a des jours où j'y ai pas pensé pour être honnête, Mm. je sais pas. Enfin aujourd'hui en plus dans le contexte des élections évidemment je pense à Fred. Hier soir s'il était encore vivant il aurait été avec moi c'est sûr, Mm. on aurait été ensemble. C'est- Y a pas de Mm. J'ai pas de doute là-dessus. Et ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Et c'est super bizarre aujourd'hui de vivre avec ce truc de putain, j'ai passé plus de temps sans lui qu'avec lui. C'est trop bizarre de me dire ça. Et, et en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui sera quelque part un peu toujours là avec Ouais. moi. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, j'ai quand même un quotidien qui est heureux. Genre, je suis profondément heureux. Évidemment, il me manque sur certains aspects, mais c'est comme ça, Mm. c'est la vie. Et il y a d'autres personnes qui ont pris de la place dans ma vie, qui l'ont pas remplacé parce qu'on remplace pas les gens. Mais genre j'ai un quotidien qui est chouette aujourd'hui et voilà, je garde le deuil avec moi. Ça fait partie de mes valises aujourd'hui. Je pense qu'on a chacun nos valises et Fred il est dans la mienne. Il le sera toujours et voilà. Pourquoi tu avais envie de raconter cette histoire aujourd'hui? Euh, Parce que je pense que ça parle de plein de choses. C'est une histoire qui parle de plein de choses et je pense que c'est une histoire qui est marquante pour moi, qui est infiniment marquante par plusieurs aspects. Et, et j'ai envie de parler de lui. Enfin, j'ai pas envie de enfin, je peux pas l'oublier, mais j'ai pas envie de. Enfin, ça fait du bien aussi d'en parler. Ça fait du bien de pas en parler aussi, de Mm. vivre autre chose des fois, de juste qu'il soit pas là. Mais je pense que ça me fait aussi du bien d'en parler, d'y penser, de penser à lui. Et c'est, enfin, le deuil pour moi, il n'est pas fini. Je sais pas si ça finit un jour, un deuil. Ouais. Mais aujourd'hui, je vis avec, ça fait partie de ma vie. Des fois, c'est joyeux aussi. Mm. Des fois, j'ai une personne très proche de moi qui le connaissait, qui était proche de lui. Des fois, on se dit, ah putain, ça Fred. Ouais, bien Genre, sûr. ça l'aurait fait rire. Ouais. Ou des fois, quand je vis quelque chose, je me dis, ah putain, j'aurais. Ou genre, par Ouais. exemple, je suis passé sur Mediapart Mm. la semaine dernière et je me suis dit, putain, il aurait été tellement fier. Mm. Et l'après-midi avant, genre, j'ai préparé, avec une de mes relations, on a préparé ce passage-là. Et genre, s'il avait été vivant, évidemment, il aurait été là, il aurait préparé avec moi, c'est évident. Mm. Donc, voilà, des fois, j'ai des moments où je pense à lui, des fois j'y pense pas, mais ça, genre, c'est chouette de raconter. Et puis, c'était une personne chouette et je suis fière de l'avoir connu. Mm. Et voilà. Je suis heureuse que tu sois venue raconter cette histoire à mon micro. Est-ce que tu penses qu'il a changé ta vision au-delà de l'amour, même de la vie? Est-ce que cette histoire, en fait, peut-être lui ou cette histoire, est-ce que tu as compris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont devenues encore plus incompréhensibles sur le sens de la vie, sur pourquoi tu Euh, l'avais rencontré? alors, je crois pas au destin, Mm. comme je crois pas à l'âme sœur. Je Mm. pense que c'est beaucoup de hasard. Ouais. Et c'est ça. Et des histoires de compatibilité, de hasard Mais j'avais déjà vécu un deuil avant puisque j'ai perdu mon père il y a quasiment 10 ans maintenant. Bon après c'est pas la même chose. Mm. Mais oui, je pense que ça m'a changé dans le sens où j'ai encore plus conscience d'à quel point c'est précieux, à quel point il y a pas enfin il y a
y a une forme d'urgence à vivre quelque part, de dire putain, je peux mourir demain, les gens que j'aime ils peuvent mourir demain, tu sais jamais, on sait jamais ce qui va se passer, et d'être reconnaissant de l'avoir rencontré, tu vois, malgré ça a été hyper dur pour moi et ça l'est encore quelque part, mais je suis reconnaissant de l'avoir rencontré, je suis reconnaissant de la relation qu'on a eue et de se dire bah putain, faut qu'on en profite en fait, faut qu'on profite d'être vivant, faut qu'on profite de s'aimer, d'être ensemble. Et j'ai pas le temps pour la haine, j'ai pas le temps pour justement les engueulades et j'ai pas envie qu'on pleure. Genre pour moi voilà, faut qu'on en profite, faut qu'on s'aime. Oh, là tu vas me faire chialer par contre. T'as pas envie qu'on pleure, mais moi là je suis pas loin quand même. L'urgence à vivre, elle est... Ouais, et surtout dans le contexte où on est aujourd'hui, c'est d'autant plus important. Et du coup, de ce truc de résistance face à la violence, face à la mort, t'as vraiment un truc de pulsion de vie. Et autour de moi, j'ai des gens qui ont connu des gens qui se sont suicidés, par exemple. La mort, elle est autour de moi, entre guillemets. Et du coup, ça donne envie de vivre encore plus. Ouais. Je pense qu'on a tous nos histoires de deuil, de perte de gens qui comptaient pour nous, dans des circonstances plus ou moins tragiques aussi. Et c'est vrai qu'on les garde. Enfin, moi, je les garde en moi, quoi. C'est des gens qui sont avec moi. J'y pense pas tous les jours, j'y pense pas toutes les secondes, mais par contre, c'est des gens qui m'accompagnent dans tout ce que je fais. Est-ce que dis-moi si c'est trop, mais si tu devais lui écrire une petite note à Fred aujourd'hui, sur un petit bout de papier comme ça que tu pourrais lui envoyer en faisant un avion de papier, que tu lui envoies quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'est-ce que tu lui écrirais? La première chose qui me vient, c'est merci. Merci pour tous les moments qu'on a passés ensemble. Merci pour ton amour. Merci d'avoir été là, parce qu'il a été là dans plein de moments où c'était difficile. C'était vraiment la personne... On a pleuré ensemble. Il y a plein de moments où je me souviens d'être dans ses bras et on pleurait tous les deux. On était en mode « Ah, c'est horrible la vie, c'est trop dur !» Il a été vraiment là, il a été là pour moi. Donc merci pour ça et merci pour tout ce que tu as fait. Et je suis fier, je suis fier de toi et je changerai rien. Donc voilà. Merci Sam. Merci à toi de m'avoir proposé de venir parler de lui. Je suis hyper reconnaissant aujourd'hui. Merci. Et je me rends compte qu'on n'a pas parlé de ton podcast. C'est pas si grave. Est-ce que tu veux que j'en parle? Mais oui, parlons-en. On va même finir sur ça. C'est encore plus optimiste. Effectivement, j'ai décidé de lancer un podcast qui s'appelle Histoire de cœur pour justement parler d'amour. D'amour au sens large, pour le coup. Je ne veux pas juste parler d'amour romantique. Je veux aussi parler d'amour, d'amitié, parler d'amour familial, parler de tout l'amour qui est possible et qui remplit nos vies. L'idée, c'est que les personnes m'envoient leurs histoires de cœur et du coup de les lire et de réagir dessus. Donc à chaque fois de partager 2 à 3 histoires de cœur par épisode. J'ai dû retarder un petit peu le lancement du podcast à cause du contexte politique. J'ai pris d'autres urgences, voilà, mais en soi c'est prêt. J'espère pouvoir le lancer vraiment pour de vrai fin août. Donc voilà, il est déjà dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer. Ta bande-annonce est disponible. La bande-annonce est tout à fait disponible. Histoire de cœur. On peut s'abonner déjà et j'ai hâte de commencer et justement de parler d'amour parce que je pense que c'est tellement important dans ma vie. Et moi j'ai hâte de t'écouter, d'écouter tous les témoignages que tu vas recevoir et j'ai hâte de t'écouter. Et je sais à quel point le podcast peut entrer dans le cœur des gens et donc j'ai hâte que via ce podcast tu entres dans la vie sentimentale de tes auditeurs. Merci Sam. Merci à toi. And I don't need likes or compliments. You think I sound silly?